venez dans la voiture. Dépêchez-vous, venez. Dieu vous bénisse, messieurs. J'arrive. C'est bon, on y va. Ça explose derrière nous. Ils bombardent les champs. Sortez tous, on laisse la voiture, on va en trouver une autre. Ça va, grand-mère, vous tenez bon? Oui, ça va, je vais même vous dire. On n'a pas le temps, on va courir. On court et on avisera ensuite. Allez, grand-mère, allez. Aide-moi, passe ton bras. Ça va, Artem? Dis-moi quelque chose. Je sais pas quoi dire. Ces salauds ne nous auront pas. Elle râle jusqu'à la fin. Elle est extraordinaire. Incroyable. Ces salauds ne nous auront pas. Pirate. Oui, et en plus, à la fin, elle donne aussi un petit objet porte-bonheur au Artyom qu'on a vu qui était peut-être blessé, ça on ne sait pas. Mais c'est vrai que ça montre incroyable ces gens qui, comme les baboussa, ça me rappelle aussi ma baboussa, qui est babouchka, comme on connaît le mot en russe. Baboussa, c'est un Ukrainien grand-mère qui est toute svelte, un peu toute musclée, qui court comme ça. Elle doit avoir, je sais pas, 75, 80 ans. Et on la voit toute motivée. Allez, j'y vais. Elle voulait parler un peu en cours. Non, allez, Baboussa, on parlera plus tard. Et à la fin, elle dit oui, nous ne nous aurons pas. Et à la fin aussi, on voit qu'elle est chez le médecin pour un check-up normal. Donc elle a été sauvée, elle s'en sort. Et je suis sûre qu'elle ne rêve que d'une chose, c'est de revenir dans sa maison, retrouver ses poules, son chien qu'elle a laissé comme ça, survivre. Et c'est formidable, mais une fois de plus, cette population extraordinaire qu'il faut sauver, il faut les aider, il faut les accompagner et aider à survivre cette épreuve horrible. Comme disait Cyril, qui est sur notre plateau chaque semaine, la semaine dernière, Cyril Amorski, qui est jeune à Sciences Po franco-russe, moitié français, moitié russe, qui suit la guerre et qui supporte l'Ukraine, il était quand même... Alors, on ne connaît pas le cas de cette grand-mère, mais assez sévère contre ces civils à qui on a prévenu de quitter leur maison, de quitter les zones, de quitter les territoires, un peu, et ça n'a rien à voir bien sûr, lorsque nous on a des incendies majeurs l'été, où tous les pompiers, les gendarmes viennent dans les maisons en disant « partez, maintenant vous partez, on évacue le village », il y a toujours des gens qui veulent rester, et là bien sûr c'est fois 100. Il y a des gens qui ne veulent pas et ils mettent en danger les civils. Et Cyril, qui a assisté à la semaine dernière, il racontait à des scènes comme ça, dit qu'il faut vraiment que ces civils comprennent qu'il faut partir. Après, c'est vrai que quand on voit cette grand-mère Bien qui sûr. doit avoir 90 ans, Elle veut pas quitter qu'elle a la sa guerre, maison. on peut comprendre qu'elle veuille rester aussi. La scène à laquelle Renaud fait référence, en l'occurrence, impliquait une jeune fille. Et c'est ça qui était particulièrement choquant et inacceptable. C'était que des personnes adultes avaient fait le choix de rester, mais avaient gardé avec elles un enfant dont la vie, à l'évidence, était en danger. Puis il y avait une autre couche là-dessus, c'est que la scène se déroulait à Bakhmout, où il y avait des soupçons de double allégeance ou d'ambiguïté autour de l'allégeance d'une certaine partie de la population. Donc moi, là, quand je regarde cette scène, je vois plus cette scène comme étant vraiment la quintessence de l'héroïsme. Je pense que cette personne âgée, si vous voulez, comment voulez-vous qu'elle prenne la fuite toute seule ? Donc ces jeunes personnes mettent leur vie en danger pour lui venir en aide, la secourir. Je ne sais pas du tout, à part cette maison, où est-ce qu'elle peut aller. Donc, moi, je ne la condamne pas du tout d'être restée là. En revanche, je salue vraiment l'héroïsme de ces personnes. Et sur l'humour dont ils font preuve à l'intérieur du véhicule, pour rejoindre ce que disait Yves Tréhard tout à l'heure, l'humour, c'est aussi une forme de distance d'avec le réel, qui là, en l'occurrence, est particulièrement effrayant et à chaque seconde peut devenir tragique parce que ça tombe vraiment pas très loin. Et encore une fois, une fois de plus, cette dame âgée qui monte dans la voiture, on voit les bombes sur la gauche de la voiture qui sont à 100 mètres.
Les bombes russes. C'est surtout c'est des lance-roquettes multiples, donc ça sature. Vous voyez bien que le champ est complètement saturé. Des lance-roquettes multiples. Merci Didier. Donc on les voit. Et cette dame, dans la voiture, au lieu de dire ma maison, mon fils, pleurer, etc. Je veux dire, moi, je pense que j'aurais pleurniché comme un enfant de 6 ans. Hein. On n'a pas le temps. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait en gros un bras d'honneur. Elle dit ils nous auront pas. Ils nous auront pas. Avec une espèce de conviction, de colère qui est subjugante. Et elle est sur ce point-là tellement symbolique de ce peuple qui étonne. Je vous ai promis un truc tout à l'heure. Vous m'octroyez une minute ou pas? Un petit récit. Après tout, je suis dans mon émission. Hein. Chez nous, hein. Je vous laisse la parole. Merci de me laisser la parole. Cette histoire est incroyable. Figurez-vous que j'ai rencontré cet après-midi un universitaire qui s'occupe alors du néandertalien, vraiment des civilisations de l'histoire des peuples, mais bien avant Jésus-Christ, pour faire court. Et on parlait de ce qui est constitutif de l'Europe, et on parlait de cette guerre. Elle dit, alors vous, on ne doit pas voir beaucoup à la télé, dis-je à ce type-là, à cet universitaire, parce que vous n'avez pas grand-chose à dire sur l'Ukraine, en ce moment, on ne parle que de cela. Et il me répond, détrompez-vous, je vais vous raconter une histoire. Nous, les Français, quand vous remontez dans notre histoire, les Francs, les Gaulois, les Gallo-Romains, nous sommes constitués sur la base de 2 peuples importants qui ont migré bien avant Jésus-Christ. Les paysans, les agriculteurs d'Anatolie centrale. Donc l'Anatolie, ça commence au centre de la Turquie, puis ça va vers l'est. Donc c'était bien avant les Turcs et les Turkmènes. Hein. C'était des agriculteurs qui ont migré et qui constituent encore aujourd'hui 45% à peu près de la population européenne d'origine. C'est-à-dire que c'est vrai qu'avec les guerres coloniales et les migrations qu'il y a eu par la suite, la population européenne a changé. Mais jusqu'aux années 50-60, on va dire le blanc caractéristique d'Europe était composé environ à 45%, selon cet universitaire, d'agriculteurs anatoliens qui sont venus. Il n'y avait pas besoin de beaucoup de monde parce qu'il n'y avait que 2 millions d'Européens dans les années 3000, 4000 avant Jésus-Christ. Donc, et l'autre moitié, c'est un peuple qui s'appelle les Yamna, qui sont arrivés en 2500 avant Jésus-Christ en Europe, un peu partout, en Espagne, en France, etc. Les Yamna. Et nous sommes, selon lui, environ à 40-45% des Yamna. Alors on ne sait rien de ces Yamna, ils sont arrivés il y a trop longtemps. On sait juste qu'ils viennent du Dniepr, que ce sont des Ukrainiens. Et par conséquent, Allah, je vous annonce que nous sommes tous des Ukrainiens. Allez, j'embrasse large, je prends. Mais nous sommes tous des Ukrainiens. Oui. Puisque, je lui dis, mais alors, les Gaulois? Il m'a dit, mais les Gaulois ne sont pas un peuple qui a migré en Gaule. Les Gaulois sont les enfants de ceux-là. C'est-à-dire qu'en gros, oui, les Européens sont faits de ces Anatoliens et de ces Ukrainiens. Nous sommes donc tous des Ukrainiens. Voilà où je voulais en venir. Mais nous avons les sites en Ukraine, au sud de l'Ukraine notamment, et aussi au sud de Kiev, vers Tripil. Peut-être ceux qui s'intéressent à l'histoire ancienne doivent connaître ce mot Tripil. Il y a vraiment les musées où on montre les objets qui datent de ces 1000, 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ. Et même, on a les sites de paléolithique vers Kherson qui ont été libérés, même à l'époque quand Kherson faisait partie, entre guillemets, de la Russie. Vladimir Poutine, il a annoncé que ce site, qui fait partie de l'un des sites rares historiques dans le monde, que désormais, ça fait partie de la patrimoine russe. Il a envoyé les Russes sur place. Et quand c'était libéré, donc, et on sait que ce sont des sites paléolithiques, de l'époque des paléolithiques. Voilà. On arrête le paléolithique. Qu'on ouvre... Vous voulez qu'on fasse les Mayas maintenant? Non, Éric Brunet raconte. Non mais c'est incroyable. Nous sommes tous autour de cette table des Ukrainiens. Nous sommes tous autour de cette table. J'ai un peu perdu la langue, mais c'est vrai. On a perdu la langue. Est-ce qu'on est tous des Ukrainiens? Des Yamna. On cherchera ça. Autre question dans l'actualité. Que se passe-t-il autour de la centrale de Zaporijjia? Il y a eu des petits rebondissements. Vous perdez pas le fil du réel. Moi je vous remets sur le droit chemin, Eric. C'est ça qu'on reconnaît les Yamna, d'ailleurs. Les vrais Yamna. Les vrais Yamna. Jamais le fil du réel. Donc voilà, que se passe-t-il autour de cette centrale? Vous voyez, les Russes seraient sur le point de quitter la centrale nucléaire de Zaporijjia. C'est ce que dit le président d'Ernegoatom, la compagnie nucléaire ukrainienne. Il le dit, il y a des signes qui laissent penser qu'ils prépareraient un retrait de cette centrale qu'ils occupent, on le rappelle, depuis des mois. On écoute donc précisément ce que dit le président de Ernegoatom.
Зараз останні тижні фактично ми отримуємо інформацію, що з'явилися ознаки того, що вони, може бути, збираються покинути Запорізьку атомну станцію. І, знаєте, враження, що вони збирають чемодани і що вони крадуть все, що можуть знайти там для. Voilà. Et il n'est pas le seul à le dire. Podoliak, le conseiller du président Volodymyr Zelensky, y croit aussi. Теперь, что касается Запорожской атомной электростанции, да, безусловно, они уйдут оттуда, потому что вокруг постепенно проходит линия обороны, она начинает отходить к границам Российской Fédération. Voilà. Donc ça, c'est le camp ukrainien qui affirme qu'il y aurait des signes. Ils y croient. Côté russe, que dit-on? Réaction aujourd'hui de Dmitri Peskov, qui lui referme la porte à cette hypothèse. Il lui dit non, non, absolument pas, c'est pas d'actualité. On écoute le porte-parole du Kremlin cette fois. Au cours du week-end, le chef d'Energoatom a dit qu'il a vu des signes que la Russie se préparait à quitter la centrale nucléaire de Zaporijjia. Est-ce que le Kremlin a des commentaires à ce sujet? Et est-ce que la Russie va vraiment retirer ses unités? Il ne faut pas chercher de signes quand il n'y en a pas et qu'il ne peut pas y en avoir. En même temps, ce serait un tel échec pour les Russes d'admettre qu'ils quittent aussi la centrale de Zaporijjia qu'ils avaient pris sous leur coupe voilà, il y a quelques mois, qui ne vont pas le dire. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un peu plus d'infos? Alors, sur les propos de Dmitri Peskov, donc le porte-parole du Kremlin, je n'ai pas fait de recherche statistique sur, dans ses propos sur les 8 derniers mois, le rapport entre mensonge et vérité. Mais je pense du côté du mensonge, on est 90%, vérité peut-être 10%. Donc quand il dit non, 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 on va absolument pas quitter, moi j'ai tendance à penser, ok, il est en train de dire exactement l'inverse. Il y a un autre acteur dans cette lutte qui est en train de se dérouler dans le champ informationnel autour de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, qui est militairement occupée par les Russes depuis fin février, qui a été l'objet de nombreux bombardements encore tout récemment. Je rappelle qu'il y a aussi encore des inspecteurs de l'AIEA. C'est les blogueurs militaires russes. Vous savez, les durs qui s'expriment. Et en l'occurrence, sur les réseaux, ils sont très inquiets. Et ils pensent effectivement qu'il y a un mouvement en direction, si vous voulez, de ce qu'affirme Energoatom et Mikhailo Podolyak, le conseiller de Zelensky. Et donc, je lisais un analyste américain à ce sujet aujourd'hui qui disait qu'ils se servent de ces blogueurs militaires russes, justement, donc les Russes, pour préparer le champ informationnel en vue d'une éventuelle défaite de plus à venir. Je n'en sais strictement rien, mais voilà les points que j'ai vus passer aujourd'hui. Ouais. Qu'en pensent les populations locales? On va leur demander. Qu'en pensent les populations locales, les Ukrainiens qui vivent autour de Zaporijjia, à Zaporijjia, en Ukraine, qui sont au contact de ces Russes qui ont tenté de s'emparer de leur région? Écoutez-les. Non, ils ne partiront pas d'eux-mêmes. Il faut les chasser de là par la force. Ils ne partiront pas volontairement. Je pense que tôt ou tard, ils quitteront la centrale. Je pense que notre armée va créer les conditions pour qu'il n'ait pas d'autre choix. Je pense qu'ils quitteront tout le territoire, pas seulement la centrale nucléaire. Pourquoi? Parce qu'on va gagner. Oui, ça devrait arriver, mais nous n'en sommes pas complètement sûrs. Ça ressemble plutôt à une fausse information. Ils n'ont pas vraiment le choix parce qu'ils battent en retraite sur tous les fronts. Alors ça sera très difficile pour eux de tenir cette position, donc ils quitteront la centrale nucléaire. Quelqu'un a quelque chose à dire sur ce sujet? Yegor, Gran. Oui, alors s'il le Je vous dis tout de suite, c'est pas passionnant, donc vous me faites pas un feuilleton de... Ah si, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, c'est passionnant. C'est passionnant parce que les Russes, évidemment, partent pas de bonne volonté. On les a chassés, ou on est en train de te les chasser. Et pourquoi c'est un coup dur? Parce que c'est un élément de chantage majeur qui s'évanouit. Souvenez-vous que depuis des mois et des mois, les Russes nous disent « Attention, cette centrale, ça va péter ». Et sur tous les tons. Et donc, en quelque sorte, en mettant la pression sur l'Europe, sur le monde, pour qu'on fasse vite la paix, pour éviter un accident nucléaire. Vous imaginez, c'est la fameuse bombe sale, mais
qu'on peut faire exploser à n'importe quel moment. En plus, en prétendant que c'est les Ukrainiens qui l'auraient fait. Donc, vous voyez, s'ils sont chassés de là, c'est une très bonne nouvelle. C'est une arme de chantage en moins chez Poutine. Ils ne sont pas partis. Mais pour l'instant, ils ne sont pas chassés. Oui, pour l'instant, non. Didier, pour l'instant, vous dites qu'ils ne sont pas chassés. Mais non, militairement, pour l'instant, enfin, vous regardez la carte, vous voyez le Dniepr qui passe comme ça, ils sont très loin derrière, voilà, vous voyez bien où est la centrale, vous voyez où est la ligne de front. Si ça passait, il faudrait que les Ukrainiens lancent la fameuse offensive sur Melitopol, qui, dans ce cas-là, éventuellement, ferait que tout le reste s'effondrerait, mais à ce stade-là, on n'y est pas. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet diplomatique. Attendez, Didier, j'ai juste une question en regardant la carte, là. Oui. Vous voyez, donc, il y a le Dniepr, la partie verte ukrainienne, la partie orange qui est la partie de l'Ukraine annexée, occupée par les Russes. Où est la centrale? Elle est dans Zaporizhzhia. Voyez Zaporizhzhia en le point rouge. Oui, mais c'est écrit 2 fois. Il y a le point rouge en dessous. Parce que Zaporizhzhia en dessous, ce qui n'est pas le point rouge, c'est la région, et Zaporizhzhia, la ville, est au-dessus. Ouais. La centrale n'étant ni l'un ni l'autre. La centrale, c'est l'espèce de petit truc carré vaguement qu'on voit. Oui, sur le Dniepr. Sur le Dniepr, au sud du Dniepr, sur votre gauche, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. À gauche. Donc vous voyez bien qu'elle est en territoire annexé russe. Totalement en territoire annexé russe, avec à ce stade aucune capacité ukrainienne de l'entourer, la couper, etc. Sauf si, encore une fois, il faudrait qu'il lance une offensive majeure pour descendre sur Melitopol il y a une route là, qui est bref. Et ça, c'est un objectif possible, mais qui à ce stade n'a pas été décidé et pas lancé. Donc, il n'y a pas de recul militaire engagé à quoi que ce soit. En revanche, on sait que depuis maintenant 2-3 semaines, il y a des négociations en cours avec une intervention de l'AIEA. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le président Macron doit appeler le président Poutine pour en discuter, sur le fait de démilitariser la centrale et de faire en sorte que les inspecteurs de l'AIEA s'y installent à la place de troupes russes. Je ne vous dis pas que c'est gagné cette affaire. Je vous dis que c'est ça les discussions. Point terminé. Voilà. Après, il y a peut-être